Salut Lali, Salut Hello. bienvenue dans le podcast Indompté, on est donc dans l'épisode 14. Donc pour t'expliquer un petit peu le principe, je vais te présenter par un acrostiche et ensuite on partira sur des petites questions, un échange. Tu as le droit de rebondir, etc. L'idée c'est que ce soit pas une interview stricte. Donc, Lali, il y a beaucoup de L dans ton prénom, mais je m'en suis sortie. Se fout de ma gueule. L comme... On est d'accord, il y a deux L par contre. Ouais, nickel. Je me suis dit, putain, si je commence mal, ça va le faire. L comme le CSO, c'est ta discipline de prédilection, ta spécialité et tout et tout. D'ailleurs, pourquoi? Pourquoi le saut d'obstacle? Ouais. Parce que petite, j'ai trempé dedans tout de suite. J'ai essayé un peu toutes les disciplines, même en compétition. Enfin non, j'ai pas fait de cross en compétition, mais j'ai fait du dressage. Je fais un petit peu de western barrel race à poney, mais c'est vraiment le CSO qui est... C'est l'adrénaline du CSO qui m'a plu. Ouais. Ok. A comme ambition. Je trouve... je trouve que pour ton âge, tu sais où tu vas. Tu as des objectifs et voilà, c'est assez appréciable. Ça ne veut pas dire que tout le monde devrait avoir de l'ambition. En tout cas, je trouve que c'est chouette chez toi et ça ressort très clairement. Premier L, non, deuxième L du coup, pour locomotion, bien sûr des chevaux. Moi, ce que j'aime bien pour avoir pris des cours avec toi et continuer à en prendre, c'est que je trouve que tu vas tout de suite cibler la locomotion des chevaux et faire en sorte qu'ils fonctionnent bien pour les garder, on va dire, en forme et performants, en tout cas dans le CSO, quoi. Je trouve que c'est une des clés dans ton enseignement. L comme légèreté. C'est aussi une des clés dans ton enseignement, mais aussi dans ta manière de monter les chevaux. Je trouve que c'est quelque chose de primordial chez toi que tu mets beaucoup en avant. Et c'est plutôt appréciable pour une cavalière de CSO, sans mettre tout le monde dans le même panier, mais voilà. I comme intelligence équestre, de par ce que j'ai dit, les deux L d'avant, parce que voilà, je trouve ta manière de gérer les chevaux, elle est réfléchie. Et E comme aussi enseignante des EGEPS, ça fait partie de ta casquette. Oui. Est-ce que cette petite acrostiche te convient? C'est parfait. Très bien. Ok, alors on commence les petites questions. Comment tu te présenterais si on enlèverait ce titre de cavalière pro? Si on enlève le titre de cavalière pro ou si on enlève les chevaux tout court? Non, juste le titre. Bah, je serais cavalière pour me faire plaisir, en continuant quand même la compétition, parce que c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Mais voilà, le garder à côté du coup, et peut-être avoir un autre métier, Ouais. à part ça, ouais. Ok. Et toi, du coup, tu te décris un peu comme, tu me parlais l'autre fois, formatrice pour chevaux. Aujourd'hui, oui. Ouais. Plutôt avant, j'étais juste compétitrice, parce que j'avais des chevaux prêts pour aller sauter haut. Et puis, bah, qu'on finit par plus les avoir, par le financement et tout ça, c'est de plus en plus compliqué. Donc, du coup, bah, on revient aux bases finalement. Et puis, bah, former les chevaux, ça devrait être quand même la base pour, j'espère, retourner sauter plus haut par la suite. Ouais. Ok. Et du coup, concrètement, toi, tu fais quoi avec les chevaux dans ton quotidien? Tout. Bah non, alors j'ai principalement des jeunes chevaux, donc bah, la formation elle commence tout de suite, elle commence à pied du coup. Voilà, le travail à la longe, le travail monté, la préparation à la compétition, c'est surtout ce que je fais. Quasiment tous les chevaux que j'ai au travail, c'est quand même la finalité d'aller faire du concours, et pour beaucoup aussi le commerce. Ok, très bien. Du coup, pour toi, c'est quoi un cheval de sport bien construit? Tout à l'heure, on a parlé de locomotion, de légèreté, etc. Ton avis là-dessus, c'est quoi? Comment tu le vois, ce cheval bien construit? Bah déjà, c'est un cheval qui paraît bien dans sa tête, pour commencer. Pas de vis, pratique. Surtout pratique, gentil, et puis disponible pour tout ce qu'on pourrait demander. Surtout aujourd'hui pour le commerce, c'est souvent les amateurs. Donc voilà, il faut qu'ils soient prêts un peu à encaisser tout ce qu'un amateur peut faire en se trompant. C'est pas volontaire de leur part, hein, mais voilà, Ouais, c'est bien pas leur sûr. métier. Donc voilà, le but c'est qu'il soit surtout très pratique. Et là, pour moi, c'est un cheval qui est prêt. Ouais. Qui est prêt. quand Ok. c'est comme ça. Et à l'inverse, un cheval performant mais cassé, qu'est-ce que t'entendrais par là, toi?
Beaucoup de choses. On en voit beaucoup. Souvent, c'est des chevaux qui durent pas longtemps. Ouais. Ou alors, c'est des chevaux qui sont énormément soignés. Alors, je dis pas, hein, voilà, les chevaux qui sautent très haut aujourd'hui, bah, voilà, ça fait partie du système. Malheureusement, à cause de ce qu'on demande aujourd'hui en compétition. Mais en fait, c'est des techniques rapides, efficaces, mais les chevaux finissent par lâcher physiquement ou alors mentalement. Ouais. C'est vrai que je t'entends souvent dire faut que ça dure dans le temps. Le but, c'est de les préparer. Alors, dans ma formation jeunes chevaux, le but, c'est de préparer un physique qui va durer. Donc, en respectant le corps, si on veut aller un peu plus dans le détail, la colonne vertébrale, c'est ce qui finit de grandir. Ouais. C'est à 7 ans. Donc, si on demande des choses trop dures dans le dos avant 7 ans, bah, voilà, on a beaucoup de risques quand même d'avoir des chevaux avec des douleurs dans le dos. Et puis, bah, pas de dos, pas de cheval, pas de pied, pas de cheval. Enfin bref, voilà, le physique est vraiment très important pour que les chevaux durent dans le temps. Après, voilà, et l'arthrose et tout ça fait partie du jeu malheureusement. Mais déjà, si on peut faire en sorte que le cheval grandisse dans les meilleures conditions, physiquement, c'est quand même un vrai plus, quoi. Ouais, c'est clair. Oui, parce qu'après, forcément, il y en a qui naissent avec plus ou moins de difficultés, la génétique, C'est etc. Mais au moins, Exactement. dans le travail, c'est notre responsabilité de Oui. leur Oui, amener cette durabilité, quoi. C'est ça. Et après, oui, et puis après dans la tête, c'est pareil. Faut pas forcer sur la tête non plus, Ouais, quoi. bien sûr. Ça va, Sniper, t'es pas dans l'abus, sinon. Trop bien, Mimi. Quelle est l'erreur la plus fréquente que tu vois sur les parcours? Alors, c'est vaste. Est-ce que je devrais te dire enfin, quel type d'épreuve, genre pro, amateur ou... Alors là, la pression. Ouais. Pour moi, la pression, c'est vraiment la chose qui doit venir en tout dernier parce que la compétition reste la compétition. Ça, voilà. Il y a un moment, il faut aller de l'autre côté, il faut faire les choses, mais pour les épreuves jeunes chevaux, en tout cas, les chevaux sont en train d'apprendre, même en concours. Donc s'ils ont déjà de la pression en concours, pour eux, c'est déjà quelque chose de désagréable. Donc c'est vrai qu'on voit certains cavaliers ou cavalières qui ont tendance à mettre beaucoup de pression par crainte d'un cheval qui s'arrête, parce que voilà, ils ont l'objectif Fontainebleau à la fin de l'année, donc il faut absolument faire sans faute. Mais la finalité, alors ce circuit jeunes chevaux, il existe pour le commerce aussi, mais surtout pour former les chevaux avant tout. Donc l'idée, c'est quand même de faire ça sans pression et que ça reste quelque chose d'agréable pour eux, pour que justement dans le temps, ils durent dans la tête, parce que le concours, c'est sympa, quoi. Ouais, clairement. Ok. Alors, je te propose un petit jeu. Je vais te donner plusieurs termes et l'idée, c'est que tu me dises si c'est selon toi surcoté ou sous-coté. Il faut que j'argumente derrière. Tu peux tout à fait argumenter, effectivement. Ok, extension d'encolure. Bah, du coup, oui, l'extension d'encolure, pour moi, elle est encore un petit peu sous-cotée. Il y a encore un peu cette image d'un cheval qui a le nez par terre, c'est un cheval en déséquilibre. Alors que justement, si on regarde la locomotion, au contraire. Voilà. Ok. Et puis oui, effectivement, moi je trouve, au-delà de cette notion d'équilibre, il y a quand même une histoire d'accordéon où le cheval, il faut venir le travailler dans tous les sens pour le construire. C'est ça. Il ne faut pas aller chercher une mono-attitude. Je suis pas vétérinaire et tout ça, je peux pas non plus donner des termes hyper Non, mais techniques. c'est vraiment selon nous, Mais, je tiens à le préciser. Mais on m'a toujours dit qu'on a trop tendance à faire des muscles courts chez le cheval. Okay. Et en CSO, il n'en faut surtout pas, enfin le moins possible, on va dire. Il faut qu'il soit hyper souple parce qu'en fait, on ne demande jamais la même chose. À chaque obstacle, c'est toujours un saut différent. C'est très rare que ce soit toujours la même chose. Des fois, on doit rentrer fort, des fois, on vient un peu plus en tenant. Donc, le muscle doit être prêt à encaisser le plus possible. Donc, pour ça, il doit être le plus souple, quoi. Ok. Travail sur les barres au sol. Sous-côté. On a tendance à tout de suite mettre haut. Ouais. Alors qu'on devrait déjà commencer par là, déjà pour pas qu'il y ait ce côté pression, même dans la tête du cavalier, parce qu'on a toujours tendance enfin surtout les amateurs, à dire je vois pas ma distance, je cherche à placer mon cheval. Au moins la barre au sol, c'est plus facile, enfin du coup en tant qu'enseignante, d'apprendre à mes élèves
de pas réfléchir en fait, parce qu'au pire c'est une barre au sol. Je travaille avec les barres en mousse surtout pour éviter qu'ils roulent dessus. Ok. Au pire il met le pied dessus, c'est pas très grave. Mais ouais, c'est un petit peu sous-coté de ce côté-là. Et puis en général, ouais, on met vite gros parce que le cheval se tient mieux, il est sur le recul. Mais finalement, dans l'apprentissage, c'est un petit peu. Ouais. Du coup, ça dure pas longtemps. Oui. Sur le long terme, ça finit par plus fonctionner, quoi. J'ai souvent entendu des cavaliers dire, enfin un petit peu laisser ça de côté, et parce que en fait c'était plus difficile pour eux, C'est ça. parce qu'ils n'ont pas appris justement à venir chercher un peu la Ouais. technique, et effectivement comme tu dis, peut-être que les chevaux c'est plus facile parce qu'ils se reculent naturellement, alors que la barre au sol ils vont la traverser C'est ça, s'il y a un travail de fond, quoi. exactement. Ok. Travail à pied. Attention à ce que tu dis. Du coup, Elle n'est pas sous la menace, en promis. fait, ce qui est difficile, c'est que je peux dire que c'est surcoté dans le sens où, du coup, c'est trop mal encadré. Ouais. Dans le sens où on en parle énormément, Mm. en fait, je trouve que c'est parti sur un effet de mode et que on en est très loin du fondamental et de vraiment ce que peut nous apporter le travail à pied. Mm. Donc, du coup, c'est sous-coté dans le sens où on devrait vraiment plus s'y intéresser, mais avec des personnes vraiment compétentes qui ont des vraies formations, mais surcoté dans le sens où ça peut vite partir Ouais. dans tout et n'importe quoi. Ouais, je pense que parfois les gens oublient que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur, veulent pas monter, qui se mettent dans le travail à pied, mais ils oublient que c'est quand même un outil hyper puissant, surtout quand on touche à l'équitation éthologique, etc. On va vraiment toucher le mental des chevaux, où on peut vite faire n'importe quoi. Que ce soit dans le physique ou le mental du cheval, quoi. Ok, les enraînements. Surcoté. Je t'ai jamais vu en mettre. Non. J'en ai beaucoup mis Ouais. en plus petite cavalière par facilité, parce que le cheval est chaud, il est comme ci, il est comme ça, colle-lui les rênes allemandes, tu verras, il sera calme. Donc déjà monter, j'ai du mal, mais celui que je déteste le plus, c'est en longe. Ok. Les enraînements en longe, c'est vraiment... En fait, pour moi, si tu dois mettre un enraînement à la longe, c'est que ton cheval n'a pas compris comment longer et comment fonctionner. Pour moi, on va aller mettre peut-être un enraînement si on veut vraiment muscler un détail, mais si le cheval n'a pas appris à longer déjà correctement sans rien, il peut se faire mal avec les enraînements. Et surtout que, j'en parlais ce matin, justement, surtout que quand on est dessus, on a la sensation. Dans le sens où je sais que mon cheval est bien parce que je sens le dos, je sens le mouvement. Dans le visuel, on voit beaucoup de choses, mais on voit la fausse attitude surtout. Et quand on est dessus, on le sait que c'est la fausse attitude parce qu'on ne sent pas le dos. Alors que visuellement, c'est plus compliqué à voir. Alors oui, on voit le dos qui bouge, on voit l'incurvation, on voit l'engagement, mais je trouve que ça ne va pas assez loin. Donc si le cheval n'a pas appris à bouger correctement en longe, il peut vite se mettre dans une fausse attitude et du coup se muscler à l'envers, finalement. Bon, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Hein. Enfin, pareil, j'en ai mis des entraînements, mais voilà. Quand tu te rends compte qu'en fait tu soignes que le symptôme et pas la cause, on va pas justement vers la durabilité dont on parlait avec les chevaux, quoi. Les cavaletti. J'adore ça. J'adore. Mais c'est sous-coté. J'ai quand même... Enfin, du coup, je peux pas dire que j'ai appris à monter à cheval de cette manière parce que j'ai pas vraiment appris à monter à cheval. J'ai appris à piloter. Mais c'est vrai que je sautais. J'enchaînais des parcours. Je faisais que ça. Une fois par semaine, il y avait 1,30 m dans la carrière et j'enchaînais. Alors moi, en tant que cavalière, c'était super formateur pour la piste. Mais du coup, j'apprenais pas à former mes chevaux. Et c'est vrai qu'en fait, tout part du cavaletti. Déjà, moins d'impact physiquement chez le cheval. Moi, ça pouvait plus me permettre quand même de me poser et moins de stress, de se dire il y a 1,30 m, il faut pas que je me loupe. Et en fait, finalement, on peut vraiment aller beaucoup plus loin dans le physique avec juste des cavaletti plutôt que de mettre toujours la même hauteur, mettre énorme, quoi. Ok, je suis assez d'accord avec ça. J'aime bien les cavaletti aussi. J'aime bien les cavaletti. Travail sur le plat pour les chevaux d'obstacle. Obligatoire. On est d'accord. Alors, je peux pas dire que c'est sous-coté parce que tout le monde le fait.
mais tout le monde ne le fait pas forcément Ouais, bien correctement. sûr. Mais aujourd'hui, c'est quand même assez, voilà, c'est dans la norme, on saute pas sans Ouais. dresser, entre guillemets. Mais aujourd'hui, la plupart des clients que j'ai récupérés, d'élèves, en fait, vraiment, à chaque fois, ils me disaient, je prenais des cours de plat, mais on finissait toujours par sauter. Donc, j'apprenais pas vraiment, je sais pas comment travailler mon cheval. Quand je suis à la maison, je fais toujours la même chose. Donc, je les vois faire. Alors, ils essayent, mais ils le font pas bien. Le dos est pas en place, le dos est pas étiré, il n'y a pas d'engagement, c'est à la tirette. Enfin, donc, du coup, c'est pas, les chevaux peuvent pas se muscler Ah, correctement. ouais. Mais en tout cas, les gens, voilà, maintenant, c'est vraiment dans la norme de plater avant Oui, de sauter. oui. Après, il y en a qui le font encore, mais c'est très arriéré, quoi, du coup. C'est plus la norme. C'est ça. Tant mieux. Les morts dits durs. Qu'est-ce qu'on appelle mordure? Toujours pareil, alors oui, il y a beaucoup de choses qui existent. C'est sûr que si on regarde les catalogues, il y a beaucoup de choses. Alors, tous mes jeunes chevaux sont en mort simple, ça c'est obligatoire. Je ne sais pas si je peux en parler ou pas, mais je travaille surtout, c'est hybride que j'utilise énormément. C'est vrai que en utilisant ce mort, je me retrouve avec des chevaux dans le temps qui ont une super bouche. Donc si finalement pour aller sauter très gros, il faut juste mettre un tout petit levier pour le détail uniquement, c'est chouette. Par contre, j'ai récupéré des chevaux avec des bouches mortes, vraiment mortes, Ouais. parce que déjà jeunes, ils ont eu la bride, le truc, le machin. Attention, chaque mort a son utilité, et puis si c'est bien utilisé, c'est toujours pareil, ça peut être bien sur le moment, Clairement. mais utilisé sur le long terme, ça détruit vraiment des bouches. Et du coup, on se retrouve à mettre des morts avec des Ouais. leviers comme ça, et finalement des chevaux qui ne fonctionnent pas correctement, et des chevaux qui sont dans la douleur. Donc, faut faire attention à ce qu'on utilise. Moi, je trouve qu'en tant que professionnel, mon boulot, c'est de faire en sorte que mes jeunes chevaux ils aient une bonne bouche pour la suite, qu'ils se sentent à l'aise avec ce qu'ils ont dans la bouche, pour que par la suite, ce soit plus facile pour eux et qu'ils ne se retrouvent pas avec Ouais. des trucs pas possibles. Quoi. Oui, selon moi, c'est pas tant le problème, la dureté du mort ou le mort en lui-même, c'est surtout l'utilisation, mais comme beaucoup d'outils au final. Après, oui, c'est sûr que quand tu regardes les catalogues, il y a des choses, tu te dis à quoi bon, quoi. Ça existe encore. Ouais, clairement. Et puis l'important, c'est de pouvoir, voilà, après quand tu arrives à un haut niveau aussi, de pouvoir avoir un petit point technique à C'est ça. vérifier ou qui est disponible en fait à un moment T. Mais l'important, c'est de ne pas en devenir dépendant et justement C'est ça. pas... Et Enfin, l'utiliser surtout, intelligemment, quoi. ce que je trouve qui est important pour les plus vieux chevaux en tout cas, c'est d'avoir un mort différent sur le plat et à la piste. Ok. Sauf s'il est très bien en mort simple à la piste aussi, mais si on sent qu'à la piste il y a besoin de quelque chose d'un tout petit peu plus fort, par contre le but à la maison ce serait de rester sur quelque chose de très simple pour pas détruire la bouche en fait, parce qu'un mort dur ça finit par vraiment éteindre une bouche. Quoi. Ouais, clairement. Ok, très bien, nous avons fini avec ce petit jeu. C'était super chouette. Comment tu vois le métier de cavalier pro évoluer dans les 10 prochaines années? Ça me fait peur. Ok. Ça me fait peur parce que moi je viens de commencer. Avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, et puis voilà, tout le monde y met un petit peu son grain de sel. Alors c'est bien parce qu'on essaye de plus en plus que ce soit dans le bien-être, que voilà, les chevaux soient de moins en moins en souffrance. Mais je pense qu'il faut surtout commencer par avoir peut-être des parcours moins difficiles. Enfin, là je parle pour le très très haut niveau en fait. Quand on voit ce qui se fait, je les ai pas montées ces épreuves, c'est juste ce que j'ai vu. J'ai monté 1m50, mais c'était pas non plus la Coupe du Monde, je sais pas trop quoi. C'était difficile, mais c'est faisable. Mais quand on voit au JO tout ce qui se fait, et du coup ça fait que les chevaux sont vraiment surpréparés par rapport à ça, et c'est dur. Et du coup les gens commencent à mettre un petit peu le haut là, en disant que c'est irrespectueux, que c'est de la maltraitance, et voilà. Alors après je parle pour la discipline du CSO, je parle pas pour le dressage, qui pour eux, je leur souhaite bonne chance parce que c'est de pire en pire. Enfin, c'est de mieux en mieux ce qu'ils essayent de mettre en place, mais les personnes sont de moins en moins... ils acceptent de moins en moins la discipline, quoi. Ouais. Donc dans 10 ans, honnêtement, je ne saurais pas me prononcer, mais ouais, encore de lettres. En tout cas, il va y avoir des changements, quoi, c'est sûr. C'est sûr. Ouais.
Et du coup, qu'est-ce que t'aimerais, toi, voir changer concrètement dans la formation des futurs professionnels? Euh, des meilleurs formateurs, Ouais. déjà. Après, c'est difficile, hein, parce que je me mets à la place des écoles, il n'y a personne qui veut faire, Mm. il n'y a personne qui s'inscrit, sauf les ados qui ne savent pas trop quoi faire de leur vie, ou alors qui ont des rêves plein la tête, et c'est super chouette, mais il y a une réalité financière et tout ce qui s'ensuit qui fait que il faut être prêt à encaisser. Mais aujourd'hui, les écoles veulent juste remplir les classes, surtout, pour pas disparaître. Ouais. Parce que sinon, il y a Clairement. ça qui est en jeu aussi. Que du coup, il y a un peu tout et n'importe quoi qui existe. Et les ados apprennent tout et n'importe quoi aussi. Et c'est nos futurs professionnels de demain. Ouais. Donc ça fait un peu peur Ouais. quand même. Selon toi, un diplôme d'enseignant suffit ou la vraie compétence, pardon, elle commence après? Ah, après? Ah non, elle devrait commencer avant. Non, je pars du principe c'est avant. En fait, on veut enseigner parce qu'on a déjà un certain bagage technique. Ok. On a encore tous beaucoup de choses à apprendre, ça c'est évident. Mais on se lance pas, on se lance pas enseignant en se disant oh, je vais apprendre là sur le tas. Non, il faut quand même savoir un peu des choses parce que déjà ça peut être dangereux, apprendre tout et n'importe quoi. Et pour moi, c'est pas à l'école d'enseignement que tu apprends la technique, tu apprends à enseigner. Ouais. C'est de la pédagogie que tu es Diplôme censé apprendre. d'enseignement. C'est ça. Ouais. Alors effectivement, il y a une petite remise à niveau et qui est très bien. Enfin, là où j'ai passé mon DEGEPS, en tout cas, j'ai trouvé ça très bien géré. Les formateurs, les personnes qui venaient de l'extérieur étaient super chouettes et ils avaient un vrai bagage. Mais je pars du principe qu'ils sont là pour peaufiner le détail. Il y en a, ils sont là, tu te demandes pourquoi ils sont là. Ouais, bien sûr. Donc c'est pas fait dans le bon sens. Oui, moi je trouve, par exemple, tu vois, alors toi tu as passé le DE, c'est déjà différent, moi j'ai passé le BPGEPS. Tu vois, derrière le BPGEPS, je me sentais pas à niveau quand même, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai continué plein de formations, etc. Mais je trouve qu'aujourd'hui, actuellement, ça suffit pas ce qu'on fait. Alors, certes, il faut soit en faire avant, soit en faire après, mais je trouve que c'est important de ne pas se contenter de ce diplôme d'enseignement et de continuer de se former à fond. Quoi. Bien sûr. Alors par contre, c'est vrai que finalement, pour ma part en tout cas, je continue à me former dans le côté technique en tant que cavalière, mais c'est vrai que par contre, j'ai pas continué à me former dans ma pédagogie. Okay, J'évolue avec l'expérience. Attends, on va faire désolée, je vais la sortir. Parce que I know you, là. Voilà. Donc j'évolue avec l'expérience que je prends petit à petit dans ma pédagogie, mais j'ai peut-être très certainement besoin d'avoir une petite remise à niveau sur ma façon d'enseigner. Après la pédagogie, je trouve que, enfin à titre perso, quand tu te formes sur la technique, que ce soit sur différentes disciplines, etc., ça améliore forcément ta pédagogie. Parce que ça veut dire que toi, tu as rencontré des gens qui t'ont formé et tu as pu te dire, enfin, moi je vais beaucoup en stage pour moi, j'adore me développer avec ma jument, etc., apprendre plein de trucs. Et ça m'amène beaucoup de choses dans ma péda à chaque fois. Parce que je me dis, ah tiens, ça peut, je viens piocher un peu des choses. Donc au final, ça... C'est assez complémentaire. Ouais. Si tu devais donner un conseil à une cavalière, alors je dis une cavalière parce qu'on est plus de femmes en général, qui voudrait progresser avec un cheval qui dure physiquement et mentalement, ce serait quoi? Prendre des cours avec moi. Ça, c'est ma meuf, ça. Business is business. Déjà, avoir toujours en tête... Je conseille. Déjà, avoir toujours en tête le fait de respecter le corps, avant tout. Surtout si c'est une personne qui n'a pas pour objectif de vendre son cheval, elle peut prendre le temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous limite un petit peu, c'est qu'on a le temps de rien, parce qu'il faut vendre, et bref, tout ça. Mais une personne qui a vraiment le temps et qui veut garder son cheval pour longtemps, pas besoin de faire du concours à 4 ans, on peut faire 2-3 parcours à 5 ans, enfin voilà. Pas obligé de faire tant de parcours dans le règlement. Le circuit Fontainebleau, quoi. Ouais. C'est vraiment pas obligé. En général, je conseille pas de faire Fontainebleau à 4 ans. Je trouve ça un petit peu dur. On le fait s'il faut vraiment vendre le cheval à 4 ans, mais je trouve ça dur. Même si aujourd'hui, d'ailleurs, le règlement a changé en 2026,
et je le trouve plutôt sympa avec des parcours de formation obligatoires où finalement le cavalier a moins de pression parce qu'il n'y a pas sans faute ou non. Même Ouais. si tu fais une barre, Ouais. c'est écrit sans faute. Donc ça c'est bien parce que ça oblige les cavaliers à prendre le temps de faire des parcours, des espèces de warm-up avant de commencer réellement le circuit, que ça leur pète pas à la gueule aux chevaux. Ouais, ça c'est bien. Mais ouais, en tout cas, toujours avoir en tête de respecter le corps. C'est vrai que c'est pas Et la facile les limites quand tu sais comment et jusqu'à quel âge se développe le C'est cheval. ça. Voir entre ce qu'on attend par rapport au commerce et au circuit concours, ben voilà, ça c'est remis C'est en ça. question énormément. Et puis surtout, faire attention quand on achète des chevaux, à acheter des chevaux sains, Ouais. déjà physiquement, Ouais. avant d'avoir commencé le travail, ou alors être en pleine conscience de ce que son cheval a et mettre les soins autour pour l'aider. Et je Nécessaire, ouais. parle sûrement pas d'infiltration et tout ça, il y a tellement de choses qui existent avec la kinésithérapie et tout ça. C'est quand même pas mal. Ouais. Oui, être capable déjà de bien vouloir explorer et ensuite ça. Que ce soit vraiment pas la aller, surprise quand c'est trop tard. Ouais. Très bien. Ce qui nous amène à la dernière question. Qu'est-ce que t'évoque le titre du podcast Indompté? Non, qu'est-ce que ça m'évoque Je venais de l'avoir en tête, j'avais un truc en tête. Si, je trouve que ça nous représente, et je te mets dedans parce qu'on travaille quand même pas mal ensemble, dans le sens où on n'a pas voulu rentrer dans une case, et en fait on cherche à notre petite échelle à améliorer le plus possible notre sport. Et on n'écoute pas forcément les vieux de la vieille ou les personnes qui ont des idées bien arrêtées. Alors peut-être que c'est trop, peut-être que c'est toujours pas assez, mais en tout cas, on n'est pas rentré dans la petite case, quoi. Ouais. Ok, j'aime bien cette définition. Super. Eh ben, merci beaucoup, Lali. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.